Montreux, en Suisse, automne 1984. Depuis des années, la ville se plaint de la diminution de l'oxygène dans le lac Léman. À certaines profondeurs, le lac devient mortel pour les poissons. Mais soudain, la presse locale parle d'un certain Roland P. Il aurait immergé des tuyaux mystérieux dans le lac afin d'augmenter la quantité d'oxygène. On mentionne des rayons cosmiques, on parle de formes d'énergie inconnues. Les autorités montrent peu d'intérêt, elles ne veulent pas subventionner le procédé. Il n'y a que quelques praticiens jardiniers prêts à travailler en collaboration avec l'inventeur allemand. Des choses miraculeuses se passent. Les algues régressent, la qualité de l'eau s'améliore. L'inventeur continue tout seul. Il expérimente dans des étangs, des stations d'épuration, des eaux saumâtres. Cet inventeur non conventionnel commence à déranger les autorités. La dispute s'envenime et les Suisses arrêtent sur le champ Roland P. et lui retirent sa carte de séjour. La police le reconduit à la frontière. Après son expulsion à RFA, on n'entend plus parler de Roland P. Il semble avoir disparu. Huit ans plus tard, paraît dans une petite revue agricole de la région de Münster un article sur le traitement du purin. Une fois de plus, il s'agit de tuyaux d'oxygène immergés. L'inventeur s'appelle Roland Plocher. On a retrouvé sa trace. L'auteur de l'article nous conduit à une ferme où le purin est traité dans ses tuyaux. Je voyage régulièrement pour des histoires de purin, car dans la région couverte par notre journal, la plupart des fermiers ont des problèmes dans ce domaine. Il y a beaucoup d'entreprises qui essaient de vendre aux fermiers des produits soi-disant miraculeux, qui coûtent très cher et ne sont pas efficaces. Le purin, un des gros problèmes de l'agriculture. Le purin est corrosif et est utilisé comme sous-produit pour les cultures. Pour le vrai fumage, on utilisera des produits chimiques. La haute teneur en ammoniac et l'odeur qui s'en dégage sont des conséquences immédiates. Mais grâce aux pluies, le nitrate contenu dans le purin pénètre dans la nappe phréatique, puis par l'eau potable, s'infiltre dans notre alimentation. Ensemble, les engrais chimiques et le purin surchargent les eaux. Les ruisseaux et les lacs se couvrent de végétation et meurent. C'est le tribut à payer pour les nouvelles techniques de l'agriculture. Les Dickmeyer, une entreprise familiale située à Bad Laer depuis des générations. Ils exploitent 58 hectares de terre, ils possèdent 30 vaches, 350 cochons, 2 chiens, 4 chats. La maison et la ferme sont d'un seul tenant. On utilise un minimum de produits chimiques dans les tables. En tant que paysan, Dickmeyer connaît bien les problèmes causés par le purin. Il a tout essayé. Novembre 1990,
Roland Plorer fait le tour des villages pour présenter son invention, un additif au purin, une poudre qu'on y ajoute. Mais le paysan est sceptique, il connaît les voyageurs de commerce. Qu'avez-vous pensé de Plorer? Oh, encore un vendeur ambulant. Un voyageur de commerce qui arrive avec une sacoche. Je pensais que c'était du plâtre. Je ne croyais pas que cela puisse être efficace. Mais apparemment, sa poudre fait de l'effet. Qu'avez-vous fait avec la poudre? On l'a introduite dans le purin, on a dilué le tout avec de l'eau et mélangé. C'est efficace. Plus de problème avec le purin, il était devenu homogène. En dehors des additifs chimiques, il existe un bon nombre de procédés d'aération et de liquéfaction pour les fosses à purin. Des branches entières de l'industrie en vivent. Rien qu'en 1992, 36 millions de marks ont été alloués pour des recherches dans ce domaine. Le purin demeure un problème. Mais pour le paysan Dick Meyer, ceci ne semble pas être le cas. Qu'est-ce qui concrètement a changé du fait de l'utilisation de cette poudre? Le purin est bien plus homogène. Il sent moins. Les voisins me demandent ce que j'ai fait avec mon purin. Il ne pue plus quand on le remue. Mais je ne le remue même plus. C'est cela le plus pratique. On n'a plus besoin de le remuer. Et on gagne du temps. Le paysan doit remuer le purin pour qu'il reste liquide et homogène. La formation de grumeaux est un cauchemar pour un fermier. Mais ce procédé est fatigant, coûteux et qui plus est, dangereux. L'échappement des gaz d'ammoniac peut être mortel pour les animaux. Même des paysans ont été empoisonnés. Qu'est-ce qui se passe avec le purin? Comment se fait-il qu'il change tant? Il semblerait que cette poudre ait été traitée à l'oxygène. Cela ne veut rien dire pour moi. Je ne sais pas si c'est de la chimie. Plorer vous a expliqué ce qu'il a fait? Plorer ne m'a rien dit. Le paysan Dick Meyer nous parle d'un lac près du village. Il semblerait que Plorer en a éliminé les algues grâce à son procédé, point de départ du projet purin. Il nous y conduit. Le lac Glocken, à Bad Laer. En raison d'un excès d'engrais et de la trop grande salinité de l'eau, la surface du lac se remplit d'algues pendant l'été. Depuis les années 70, la municipalité essaie par tous les moyens de se débarrasser de cette calamité. Octobre 1988. Roland Plorer immerge 8 paires de tuyaux dans le lac. Ils devront y répandre oxygène et minéraux. La municipalité reste sceptique mais laisse faire, car Plorer travaille bénévolement, ne se faisant payer qu'en cas de succès. L'élimination de la couche d'algues par bateau tondeuse, spécialement conçue à cet effet, revient cher à la municipalité. On lui préfère d'autres solutions. Le lac aujourd'hui. Les couches d'algues sur lesquelles les canards se promenaient appartiennent au passé. Le fonctionnaire municipal. Est-ce que M. Plorer a expliqué comment ça fonctionne? Il a essayé, mais j'avoue que je ne l'ai pas vraiment compris. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est le résultat. Et il faut reconnaître que le lac est propre, même avec la chaleur de cet été. Quand on pense aux dernières années, on aurait certainement eu un travail énorme pour garder cet étang propre. Le bateau tondeuse avec lequel on ratissait les algues est maintenant hors d'usage.
Économie réalisée chaque année de 20 000 à 30 000 marks. Les résultats sont probants pour la municipalité. À Bad Laer, on a entendu parler de projets en Bavière. La poursuite continue vers le sud. Dans le site naturel classé de la forêt bavaroise se trouve un lac idyllique, le lac Kleiner Arber. Mais il est mort depuis plus de 20 ans. Pollution, pluies acides, toujours la même chanson. Ici aussi, Plorer nous avait précédés. Que fait M. Plorer ici? Je ne le sais pas exactement. Il ne donne pas tous les détails. Il jette des tuyaux dans le lac pour que le pH augmente et qu'on puisse remettre des poissons. Ce serait superbe si cela réussissait. Pour les touristes aussi, le lac ne semblerait plus mort. Quelque chose y bougerait. Il donnerait une toute autre image. Wissen Sie, dass der See tot ist? Ja, das wissen wir schon. Das ist eine große Arbeitssee genau, also nicht, der ist auch tot. Nicht? Kann man sich vorstellen, dass der tot ist? Der ist der Wind und Regen. Und warum soll der tot sein? Warum? Ja, saurer Regen. Kann das sein? Glaube ich nicht, weil den See hat es schon gegeben, bis es keinen sauren Regen nicht gegeben hat, oder? Wissen Sie, dass der See tot ist? Ja, total versauert. Woher kommt das? Saure Regen, was würde das sein? Wie schaut der See heute aus für Sie? Super, würde ich sagen. Der ist tot. Das ist Kein Fisch und nichts mehr drin. Haben Sie da eine Vorstellung, woher das kommt? Normalerweise habe ich keine Vorstellung, weil ich mir sage, hier ist eigentlich mehr oder weniger die Natur ja noch intakt und normalerweise dürfte er nicht tot sein. Nein, auch nicht mal. Warum soll der See tot sein? Glaube ich nicht. Glauben Sie nicht? Nein. Nein. Also so wie er ausschaut, für Sie ist das in Ordnung hier? Ja, schon. Schon. Cette image idyllique est trompeuse. Avant, y avait-il beaucoup de poissons dans le lac? Oui, le lac en était plein. Les derniers ont été sortis en 1972, quand la digue fut reconstruite. On trouvait encore quelques truites de 3 à 4 kilos. Elles ont survécu au changement, malgré l'état du lac. Mais depuis ce temps-là, plus rien ne bouge. Des images datant de 1987, un paysage lunaire. Des lacs morts à 1100 mètres d'altitude. Phénomène hélas fréquent. L'université de Munich procède à des expériences sur des poissons. On introduisait des truites dans le lac pour voir si elles pouvaient survivre dans ces eaux acides. Leurs branchies furent vite empoisonnées. Les toxiques les faisaient souffrir, leur respiration se modifiait. Les premières moururent au bout de 2 heures, les dernières après 9 heures. Ce jour-là, cette tragédie fut mise en scène au nom de la science. Elle se répète tous les jours dans d'innombrables lacs et ruisseaux. À quelques centaines de mètres plus bas, Sepp Wolf élève des truites depuis 20 ans. Il connaît les problèmes dus aux eaux acides. Le pH peu élevé de l'eau l'inquiète. Une fois de plus, Plorer était passé par là et semble avoir trouvé une solution. Un beau jour, il est venu chez moi pour prendre du poisson, pour le mettre dans le lac de Kleiner Arber.
Il est revenu en prendre plusieurs fois. Je lui ai demandé s'il y avait à nouveau du poisson dans le lac. Oui, il y en avait. Et il a parlé de tuyaux. Je lui ai dit que j'avais eu des problèmes avec les poissons et qu'il devrait essayer chez moi aussi. On l'a fait, et après quelques jours, tout allait bien. Est-ce que vous avez un étang où il n'y a pas encore de tuyaux pour voir ce que cela donne? L'étang à côté, on peut tout de suite comparer. Là où il y a des tuyaux, l'eau est claire. Là où il n'y en a pas, elle est verte, à cause des algues. Regardons là-dedans. Enlevons cette masse verte de l'étang où il n'y a pas de tuyaux. Vous voyez ce que cela donne. Et ces algues sont un problème pour les éleveurs de poissons? Oui, car elles consomment l'oxygène et l'eau croupie. Et la qualité des poissons s'en ressent. Ils prennent un goût de pourriture. Et là où il y a des tuyaux, je n'ai plus de problème. Comment cela fonctionne? Qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux? C'est le secret de M. Plocher. Il ne me l'a pas encore confié. J'espère qu'il me le dira un jour. Monsieur Wolf a vu Plorer il y a quelques jours, mais il ignore où il se trouve maintenant. Nous continuons notre poursuite de l'inventeur invisible. Et nous avons de la chance. Roland Plorer, 55 ans, mécanicien de formation. Depuis 1980, il travaille sur les énergies alternatives. Rendez-vous chez l'inventeur. À la place des laboratoires sophistiqués attendus, nous trouvons une petite maison près du lac de Constance. Elle sert d'atelier et de bureau. Les tuyaux sont montés à la main, mais ils ne servent que de gaine. On y introduira des lamelles, des matériaux conducteurs qui activeront les tuyaux. Ces lamelles ont été traitées dans un appareil, la pièce principale de son travail, mais nous ne le verrons pas encore. Il y a plus de 12 ans que Plorer approfondit les théories et les modèles des énergies alternatives. Et il commença ses expériences en développant son appareil par des essais pratiques. Il est toujours mécanicien. Vous vous qualifieriez comment? Pas comme un scientifique ni comme un inventeur, comme quelqu'un qui trouve. Quels sont les modèles sur lesquels vous avez basé vos travaux? Je ne dispose pas de vrais modèles dans ce sens. Certains marginaux travaillent dans ce domaine, comme Tesla ou Schauberger
ou Wilhelm Reich. Je me suis dit, si ces gens-là écrivent des choses pareilles, cela m'intéresse de les vérifier. Puis j'ai continué à ma façon. C'est ainsi qu'on trouve. Vous travaillez avec quel genre d'énergie? C'est un problème énorme. On pourrait dire l'énergie de milliers de gens. Mais simplifions. Nous sommes dans un espace ou dans un champ d'énergie. Et ce champ d'énergie s'épaissit, comme un rayon laser. Et avec cette énergie, on transmet des phénomènes de régulation sur des matières porteuses. Les lamelles devront se diriger afin de produire des effets. De prime abord, ceci demeure incompréhensible pour nous. Que faites-vous maintenant? On introduit l'indicateur d'information dans le tuyau et on l'immobilise avec du coton. Voilà, ça y est. Plorer retourne au lac Kleiner Harbor. Il y émerge d'autres tuyaux tôt le matin, avant le début de l'agitation habituelle autour du lac. Les analyses de l'eau du lac révèlent une qualité encore mauvaise. Il expérimente des effets différents, recherche d'autres composantes pour stabiliser l'eau d'un point de vue écologique. Son objectif est de mobiliser la capacité de l'eau de s'auto-nettoyer. Il a toujours été seul dans son travail. Les autorités semblent effrayées par cette approche non conventionnelle et qui n'est pas explicable. On en voit seulement les résultats. Les scientifiques sont très méfiants, mais depuis peu, leur attitude semble évoluer. Pourtant, on n'en est pas là. Plorer ignore encore à cette époque que ses activités dans le lac semblent suspectes aux autorités. On dirait qu'elle cherche un moyen d'entraver son action. Pour le moment, elle lui inflige une amende. Pour avoir dérangé une eau morte. Vous avez donc développé un procédé par lequel vous pouvez transmettre l'action de certaines substances. Ne vous trouvez-vous pas confronté à la science traditionnelle? Bien sûr, mais je ne cherche pas des preuves pour la science classique. Ce qui m'importe, c'est de trouver des débuts de solutions pour notre espace vital, pour l'environnement, pour qu'on puisse résoudre certains problèmes. Il ne s'agit pas de compromis, mais de solutions. Je ne m'oppose pas à la science. Il faut conserver notre espace vital ou le rendre à nouveau vivable. Un de vos premiers champs d'activité est l'agriculture. Pourquoi l'agriculture et pourquoi les faux sapurins? Ceci n'est qu'une partie de mon projet. Mais quand on voit le nombre de recherches et d'expériences dans le domaine du purin, on se rend compte de l'immensité du problème. Il ne s'agit pas seulement de trouver des symptômes, il faut traiter les causes. La qualité des étables doit s'améliorer. Ainsi, la santé des animaux et, par voie de conséquence, celle des hommes, s'amélioreront.
Il faut intervenir dans ce circuit de manière positive. Par exemple pour les nappes phréatiques, qui conditionnent notre eau potable. Et aussi pour le foin et les fourrages des animaux, ce qui fait partie du circuit par lequel nous renforçons notre système. Farine minérale et farine d'algues, d'autres éléments d'information, comme ils les appellent. Plus tard, elles seront traitées. Tout a l'air si simple, trop simple. Mais bien que cela semble incroyable, les résultats pratiques apparaissent et trouvent une application pratique dans d'autres domaines. Qui sont ces gens qui travaillent avec ce système? Quels sont leurs buts et leurs idées? Karl Raab, paysan autrichien originaire de Carinthie. Il y a 2 ans et demi, il commençait la transformation de sa ferme en exploitation biologique. Il a déjà beaucoup expérimenté et beaucoup dépensé, eu égard au purin. Quand Plorer arriva. Monsieur Plorer était chez moi il y a 1 an et demi et m'a expliqué son invention. Il m'a montré les tuyaux, j'étais sceptique. Puis nous avons mis les tuyaux dans le purin et l'attente commença. Au bout de 2 semaines, ma fosse a débordé. Cela m'a rendu curieux. J'ai sorti le purin et j'ai remarqué qu'il sentait moins. Pas beaucoup moins, mais l'odeur était moins pénétrante. Bien sûr, j'étais très surpris. Novembre 1989. Un autre voyage à travers les villages. Il y a peu, Raab voulait bâtir lui-même une installation d'aération, tant les problèmes occasionnés par la fosse à purin étaient nombreux. Mais les choses se passèrent différemment. Avant, dans le purin, nous avions des plaques qui surnageaient. On aurait pu s'y tenir debout. Mais depuis que les tuyaux y sont, ces plaques se sont dissoutes. Le purin est devenu plus homogène. Je ne dois plus le remuer et il ne sent plus. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le purin? Je ne le sais pas moi-même. Plorer a une explication? Oui, il sait ce que c'est. Moi, je n'ai pas besoin d'explications scientifiques. Il faut que cela fonctionne. C'est le résultat qui compte. Après les premiers succès remportés avec le purin, on procède à d'autres expériences. La farine d'algues est diluée dans l'eau et mélangée au traitement du compost. Selon Raab, le compost est ainsi prêt quelques semaines plus tôt et l'engrais s'améliore. Raab jouit d'une bonne réputation parmi ses pairs. De plus en plus souvent, les voisins viennent observer ses travaux. Ils se moquent un peu de lui, mais finissent par copier ses idées. Wenn du das andere Salat schießen soll, mal den Salat guckt, kriegst du eine Meine in die Schießen. Bitte. Excursion pour les vaches. On les emmène à l'alpage d'été. Un effort que beaucoup de paysans ne font plus de nos jours. Depuis que Karl Raab attache plus d'importance à un traitement approprié des animaux, depuis qu'il considère ces terres arables autrement qu'une surface utile,
il voit sa propre formation de fermier avec d'autres yeux. À la faculté, on vous apprend l'agriculture conventionnelle, très dépendante de l'industrie. Les règles sont pratiquement fixées par l'industrie. Quelle est votre attitude là-dessus? Je m'en suis éloigné depuis longtemps, depuis 1970, lorsque j'ai obtenu mon diplôme. C'est alors que j'ai connu l'autre agriculture, et j'ai été effrayé par ce que l'on nous avait appris auparavant, la manière dont nous devons cultiver nos terres et la manière dont nous polluons l'environnement. Quelle est votre approche maintenant? Vivre avec la nature, qui nous montre tout. On n'a qu'à regarder le côté pratique de la nature, la manière dont elle introduit l'azote dans la terre. C'est une symbiose. Dans la terre, il y a des bactéries azotées qui ont la faculté de prendre l'azote de l'atmosphère afin de le donner aux plantes. Et nous, que faisons-nous? Nous répandons de l'azote synthétique, tuant ainsi les bactéries azotées et interrompons tout le circuit naturel. Regardez tout ce qui se passe dans la terre. Les vers morts, les quantités de plus en plus grandes de terreau. La terre devient grumeleuse, elle n'est plus meuble. Comme dit le proverbe, d'abord meurt l'arbre, puis l'eau, la terre, et après, c'est probablement le tour des hommes. Alors je me suis dit, cela ne peut pas continuer ainsi. J'ai beaucoup de collègues qui ont déjà transformé leur exploitation. Ils m'ont raconté combien c'est difficile de ramener la terre à sa forme initiale, d'en faire à nouveau une terre vivante. Car avec tous ces produits synthétiques, avec toute cette chimie, nous avons tué la terre. C'était pratiquement une terre morte. Il faut bien 3 ans pour redonner vie à la terre, avec de l'humus et du purin traité, pour réintroduire la vie dans cette terre comme elle était avant. Ce que fait Plocher, cela s'inscrit-il dans le concept de l'agriculture biologique? Je dirais que le système Plocher est pour nous tous la sortie de l'agriculture conventionnelle. Nous pensons autrement, nous avons des substances différentes à notre disposition, et quand on pense autrement, on trouve d'autres voies. Quand vous offrez des solutions pour certains domaines, est-ce que le système Plocher ne devient pas en quelque sorte un alibi pour d'autres pollutions, comme le pot catalytique est devenu un alibi pour l'automobile? Il est très important qu'une telle tendance ne s'installe pas. Quand on travaille avec ces énergies nouvelles, on change d'optique. Ce n'est pas comme chez les automobilistes qui prennent le pot catalytique comme une excuse pour foncer. Parmi tous ces gens que je rencontre, je trouve une nouvelle disposition d'esprit qui s'installe en douceur. Une nouvelle disposition d'esprit. Les gens deviennent plus conscients. Ils réfléchissent au fumage, à la manière de s'occuper des animaux, etc. Pour moi, c'est un grand soulagement de voir cette évolution. L'atelier de Plocher, ses appareils, sa pièce maîtresse. Tout ceci n'est pas du tout spectaculaire. Un puits couvert, un coffrage en bois, une bouteille d'oxygène. Mais il ne nous livre pas tous ses secrets. Et là, qu'est-ce que vous faites? J'ai conçu un appareil dans lequel l'énergie de l'atmosphère est condensée et amenée vers la source. Ensuite, l'information recueillie est transmise vers l'aluminium. Qu'y a-t-il dans cet appareil? Je ne peux pas vous le dire. Pour des raisons juridiques, l'information doit être encore protégée. Le bricoleur ne s'occupe que fort peu de théorie. Il préfère la mise en pratique.
en coopération avec des fermiers et des jardiniers, des éleveurs de poissons. Pourtant, son attention se porte principalement sur quelque chose d'autre. L'eau a quelle importance pour vous? Une importance primordiale. C'est l'élément clé pour le développement de la vie. C'est pour cela qu'on dit l'eau est le sang de la terre. Ce que le sang est pour l'homme est connu. Quand la marche de la nature est troublée, on a les problèmes qu'on connaît. Pour moi, c'était essentiel d'attaquer et de résoudre ces problèmes. Je n'ai aucun soutien scientifique. Pour le purin, il n'y a pas d'effet placebo. C'est ça qui est bien. Une autre ferme, c'est une école spécialisée de Carinthie qui forme des agriculteurs, et pas seulement en classe, en travaux pratiques. Wir werden jetzt das Kompostwendegerät durchheben, wollen wir nachher den Kompost durchwenden. Zu dem Zweck, kein Bauer, du fährst mit dem Traktor drüber. Des paysans de la région ont parlé du système Plorer. Leur première réaction fut sceptique, ici aussi. Mais un regard dans la fosse de l'école nous montre autre chose. Il y a des tuyaux dans la fosse? Oui, il y en a deux. Ils sont lestés avec du béton pour qu'ils restent solidement ancrés au fond. Cet établissement d'État a progressé un peu plus en commençant ses expériences selon le système Plorer. Le directeur Waldner. Bien sûr, ce n'est pas prouvé scientifiquement. Ce qui est certain, c'est que le purin est toujours fluide. Et ceci est un grand succès. En le sortant de la fosse, on a constaté que les petites bêtes vivant au fond, surtout les vers de terre, ne sont pas mortes. Nous pensons donc que les autres ont survécu aussi. C'est de toute évidence un résultat auquel nous n'avions pas cru auparavant. En tant que directeur, il préfère des méthodes pour lesquelles il se sent soutenu par les instances supérieures. Pourtant, cette méthode a excité sa curiosité. Vous ne savez donc pas ce qu'il y a dans ce système et comment il fonctionne. Monsieur Plorer nous a expliqué comment il procède et comment la transmission de l'information s'effectue. Je ne peux pas encore y croire complètement, mais le résultat est là. De nouvelles expériences. On enrichit du maïs haut de 40 cm. Une folie, s'il s'agissait de purin non traité, les plantes seraient endommagées. Mais là, il n'y a ni brûlure, ni corrosion. D'après les fermiers, le purin traité est mieux assimilé par les plantes et devient donc moins nocif pour les eaux souterraines. D'après vous, quel rôle joue la science dans tout ceci? À mon avis, la science a échoué dans cette affaire et elle ne veut pas encore coopérer. Je pense que s'il y a des phénomènes inexpliqués dans l'agriculture, la science a le devoir de les approfondir et de les expliquer. Je dirais aux scientifiques, regardez ceci, faites vos investigations et donnez-nous une explication. Il y a de nos jours une tendance à tout expliquer, même dans la science. Est-ce que l'homme connaît déjà tout? L'homme du XXIe siècle croit tout savoir.
En réalité, nous comprenons très peu de tout ce qui nous vient du cosmos, de l'univers. Et pourtant, nous sommes une partie de cet univers. À la ferme Goldbrunn, après des récoltes records, on envisage d'autres expériences avec le système Plorer. Réalisez-vous toutes les implications de votre invention? Au début, j'avais un problème personnel énorme, car je n'avais pas réalisé toutes les perspectives qui s'ouvraient. Puis je me suis limité à certains faits, à certaines démarches. La première est l'agriculture, le problème du purin, et de là, on arrive à l'eau, aux nappes phréatiques, à l'approvisionnement en eau potable. Ceci doit occasionner des tas de problèmes et de confrontations. Pour qui? Pour qui pensez-vous qu'il y ait des confrontations? Pas pour moi. J'apporte ma contribution, et si elle est refusée par certains scientifiques, ce n'est pas mon problème. Avez-vous besoin d'une approbation scientifique de vos travaux? Pour moi, il est important d'avoir des preuves, scientifiques ou non. Et les preuves existent, surtout pour l'eau, avec les mesures de l'oxygène. Et là, on trouve des facteurs intéressants. Par exemple, plus la température est élevée, plus la teneur en oxygène l'est aussi. Bien sûr, ceci contredit tous les manuels. Mais pour lui, il y a d'autres choses à faire. Plorer est de nouveau sur les routes. Et les scientifiques sont sur ses traces. L'École fédérale de l'agriculture alpestre, Autriche, la Chambre d'agriculture à Münster, l'Institut de recherche en agriculture à Oldenburg, celui de Jena et beaucoup d'autres. Tous veulent entreprendre des expériences, veulent se familiariser avec les méthodes Plorer. Pourtant, Plorer poursuit son chemin par la pratique. Les demandes affluent de plusieurs pays. Le Danemark expérimente le purin enrichi. En Espagne, on obtient des résultats prometteurs et on appliquera le système sur une grande échelle. En Italie, on fait des expériences avec le purin et aux États-Unis, on traite des lacs avec le système Plorer. Le voilà parti pour les Pays-Bas, le pays où l'on risque d'étouffer dans le purin et où les eaux usagées et l'eau potable sont sévèrement touchées. Le parcours de Plorer est loin d'être achevé.